Et c'est 7 personnages, qui est un recueil de nouvelles, où l'ami Max Beerbohm, qui a publié ce recueil en 1919 dans un premier état, et ensuite en 1949 avec une nouvelle supplémentaire, qui fait qu'on a une édition anglaise qui s'appelle aussi 7 personnages plus 2. Il croque de façon assez satirique et fantastique une galerie de personnages dont la plupart sont effectivement relèvent de ce monde littéraire qui est fait d'ambitions plus ou moins assumées, de succès, de ratages, de choses parfois un peu tristes et lamentables. On a Enoch Soames, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est un poète décadent de... Tu veux nous lire un extrait d'Enoch Soames ? Oui, je pense. Un poète décadent de contemporain du Yellow Book et de ce genre d'individus. On a Hilary Maltby et Stephen Braxton qui sont deux individus très antagonistes. Alors, qui ont donné le verbe braxtoniser, c'est-à-dire être couvert de borscht et de honte. Voilà. Alors on vous laisse découvrir pourquoi, mais alors voilà un exemple par exemple du style de Max Beerbohm. Il parle de Braxton qui avait écrit un roman fabuleux qui s'appelait Un faune dans les Cotswolds. Depuis l'époque de Nathaniel Hawthorne jusqu'au début de la guerre, la littérature établie n'a guère souffert d'une pénurie de faunes. Mais lorsque parut le premier roman de Braxton, les faunes arboraient encore un air de nouveauté. Nous ne nous étions point encore fatigués d'eux, ni de leurs sabots, ni de leurs yeux obliques, ni de cette façon qu'ils avaient de surgir soudain des bois pour détourner du droit chemin de paisibles villages anglais. Plus tard, oui, nous nous sommes lassés. Mais le faune de Braxton, encore aujourd'hui, me paraît un magnifique représentant de l'espèce, étrange et sauvage, sensuel, caprin, presque convaincant. Voilà, et alors, ces pauvres Braxton et Maltby, il leur arrive quelque chose d'épouvantable, que je vous laisse découvrir, mais ils sont, en gros... faut acheter le livre. Ils sont partagés par un fantôme. On a ensuite une histoire tout à fait terrifiante d'un individu qui a toujours de la chance et qui emmène ce pauvre Beerbohm, qui est le narrateur de toutes les histoires, en fait, qui c'est une sorte d'autobiographie totalement romancée. Et alors le personnage suivant, James Pettel, qui a tout le temps de la chance, fait tout le temps des choses extrêmement imprudentes pour savoir jusqu'où sa chance peut tenir. Et par exemple, il emmène le malheureux Beerbohm, qui n'a pas du tout la vitesse, à une vitesse aberrante entre Dieppe et je ne sais quelle ville de la côte, et c'est absolument effarant. Dieppe-Londres. Dieppe-Londres. En voiture. Pas, on a ensuite A.V. Leider, qui est un menteur pathologique, enfin une sorte de menteur pathologique en effet, et qui raconte une histoire au narrateur, donc à Max Beerbohm, qui raconte une histoire un peu horrifique de crime. Mais quand Max Beerbohm le retrouve, voilà ce que M. Leider lui dit. Ce serait peine perdue car je possède, hélas, une imagination particulièrement fertile. En temps normal, mon imagination laisse à ma volonté le soin de la gouverner. Ma volonté la tient en respect par un harcèlement de tous les instants. Mais quand ma volonté n'est plus assez forte pour la réfréner, mon imagination s'empresse de prendre le dessus. Je deviens alors un véritable enfant, je me raconte des fables à dormir debout, et plus grave encore, je ne peux m'empêcher de les raconter à mes amis. Avant d'avoir réussi, et ça lui arrive uniquement quand il a la grippe, avant d'avoir réussi à me défaire entièrement de la grippe, je ne suis pour personne une compagnie recommandable. J'en suis parfaitement conscient et j'ai assez de bon sens pour m'isoler jusqu'à ce que je sois complètement rétabli. Je viens habituellement ici, etc. Alors, vous verrez, il y a une très belle suite. Et il finit d'ailleurs, il y a des mouettes sur le rivage. Des mouettes, dit Leider en se retournant dans son fauteuil. Oui, je n'avais encore jamais réalisé à quel point elles sont merveilleusement belles quand leurs ailes accrochent la lumière, dit le narrateur. Belles ? Leider me jeta un regard furtif et détourna les yeux. Vous les trouvez belles ? Assurément. Eh bien, peut-être le sont-elles en effet, je suppose qu'elles le sont. Pourtant, je n'aime pas les voir. Elles me rappellent toujours une chose, une effroyable histoire qui m'est arrivée autrefois. C'était une histoire tout à fait effroyable, en effet. Malheureusement, qu'on ne connaîtra pas. ensuite
sais plus où j'en suis, le 6e personnage, tu le peux 7e personnage. Le 7e On ne peut pas personnage. dévoiler tous les personnages. Hein, mais... 7e personnage est un malheureux qui s'appelle Brown, de son nom de famille, et que ses parents... il a un prénom quand même assez que exceptionnel. ses parents ont appelé Ladbroke, qui est une station de métro de Londres, qui lui se rebaptise Savonarola Brown, parce qu'il écrit une pièce de théâtre sur Savonarola. Et, mais simplement ça marche pas très bien, et alors il n'arrive pas à finir son 5e acte. Et Berbeau met Brown sort du théâtre et Berbeau lui dit: j'imagine que tu dois te sentir comme Thackeray lorsqu'il a tué le colonel. Tu dois tuer le moine. Ce n'est pas vraiment cela, répondit-il. Bien sûr, il va mourir très prochainement, dans 1 an ou 2. Et c'est une perspective plutôt affligeante. Ce n'est pas seulement qu'il déborde de vie, c'est aussi qu'il est devenu bien plus humain ces derniers temps. Au début, je n'avais que du respect pour lui. Maintenant, c'est vraiment de l'affection. C'était enfin un aperçu intéressant, mais je m'en détournais pour revenir à ma vie habituelle. Tu n'as pas, demandai-je, la moindre idée de la façon dont il va mourir. Brown secoua la tête. Dans une tragédie, insistai-je, on doit être conduit à la catastrophe, pas à pas. Mon cher Brown, la fin du héros doit être logique et rationnelle. Je ne vois vraiment pas pourquoi, dit-il, alors que nous traversions Piccadilly Circus. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui pourrait bien empêcher un de ces autobus à moteur de m'écraser à l'instant même? À l'instant même, parce qu'il m'a toujours semblé être la plus étrange des coïncidences, du type même de celles que les auteurs de théâtre doivent éviter, un autobus à moteur écrase à Brown. Bon. Le narrateur récupère la pièce magnifique de Brown et vous pourrez la découvrir, elle est tout à fait extraordinaire, elle est entièrement en alexandrin, sans règle. Mais on revient rapidement à la première nouvelle qui s'appelle Enoch Soames, qui est donc une sorte de sommet de la littérature sataniste, car cet Enoch Soames est un poète décadent et malheureux qui écrit des choses pas terribles en fait, et qui n'arrive pas vraiment à finir son... Enfin, à conclure quoi que ce soit, à publier quoi que ce soit au bout d'un certain temps. Il a quelques critiques, bon. Et puis un jour, très très découragé, il a une conversation avec le narrateur, toujours Max Berboom, dans un petit restaurant de Soho, et il dit une chose absolument absurde, comme il veut savoir. La postérité, que voulez-vous que j'en fasse, moi? Un mort ne sait rien de ceux qui visitent sa tombe, la maison où il est né, il ne sait rien de ceux qui posent des plaques à sa mémoire. Un mort ne peut rien lire de ce qu'on a écrit sur lui dans 100 ans. Imaginez, si je pouvais renaître dans 100 ans, quelques heures seulement, et retourner à la salle de lecture du British Museum, et lire, encore mieux, si je pouvais me projeter là, maintenant, dans ce futur, dans cette salle de lecture, juste pour cet après-midi. Je me donnerais corps et âme au diable pour ce seul après-midi-là. Imaginez les pages entières dans les catalogues, Soames, Enoch, par dizaines, des éditions sans fin, des commentaires, des prolégomènes, des biographies. Un craquement sonore et subit de la chaise à la table voisine interrompit alors. Notre voisin s'est élevé à demi. Il se tenait penché vers nous, s'excusant de son indiscrétion. Ce voisin, c'est le diable.